Chers amis, bonjour. Donc, je vous salue tous et toutes, comme d'habitude. Donc, nous sommes en plein travaux, vous inquiétez pas s'il y a du bruit, donc ce ne sera pas de ma part. Bon, écoutez, n'oubliez pas, chers amis, de partager cette vidéo, de vous abonner, de mettre un pouce en haut de préférence, sinon en bas si vous n'êtes pas d'accord avec ma chaîne ni avec mes vidéos. En tout cas, quoi qu'il en soit, YouTube en tient compte, les algorithmes fonctionnent quand même, peu importe. Mais enfin, mettez un pouce quand même, chers amis. Alors aujourd'hui, nous allons continuer un petit peu, et puis bien sûr, n'oubliez pas d'activer la clochette si vous voulez que les vidéos apparaissent sur vos favoris en première. Nous continuons donc sur la convention. Donc nous sommes, alors j'abrège un petit peu le contenu parce que c'est très très long. Les dirigeants du pays des fromages c'est très très long, depuis Clovis Ier jusqu'à Emmanuel Macron, vous verrez que c'est très long. Alors, nous sommes à François Barthélemy. Qui était François Barthélemy? Alors, c'est le sixième des dirigeants de la Convention, après la Première République, hein, comme je vous l'ai dit un peu plus haut. Balthazar François Marquis, ah vous voyez, encore un noble. Je vous dis que les nobles sont la plupart des auteurs de la Révolution dite française. Hein. Voilà, il ne faut pas se mentir. La bourgeoisie, la bourgeoisie était faite généralement plutôt bon, pardonnez-moi quelques secondes, je suis obligé d'abréger un peu. Alors la bourgeoisie, en fait, elle est faite de quelques gens du peuple, c'est vrai, mais beaucoup de roturiers, de faux nobles en fait. Mais par contre, il y a des vrais nobles. Il y a des vrais nobles qui ont rejoint la Révolution. Alors, Balthazar François Marquis de Barthélemy, né le 20 octobre 1749 à Aubagne, Bouches-du-Rhône, hein, d'aujourd'hui, mort le 3 avril 1830 à Paris, est un diplomate et homme politique français qui fut l'un des directeurs de la Première République, bien sûr française, évidemment. Il est ensuite comte de l'Empire. Alors oui, c'est la nouvelle noblesse napoléonienne, hein, qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, je ne la reconnais pas, personnellement. Je vous donne mon avis, hein. Après, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Mais la noblesse de l'Empire, oui, bon, hein, c'est plutôt des roturiers plus que des nobles. Enfin bon, euh, tant pis s'il y en a qui ne le prennent pas très bien. En tout cas, comte de l'Empire, n'est-ce pas, en 1808, et puis nommé père et marquis en 1817. Bon, voilà. Voilà pour ce qui est de cet homme, François Barthélemy, et le fils de Barthélemy, bourgeois d'Aubagne. Donc vous voyez, bourgeois, noble et bourgeois, est-ce que c'est compatible? Généralement non, parce que les bourgeois ne sont pas forcément tous des nobles, loin de là. Mais c'est des gens qui ont été on appelle ça des... Ah, attendez. Les bourgeois sont... Ben, en fait, ça vient du mot bourg, hein, né dans les bourgs en fait. Hein. Donc ils ont été élevés avec une domination de terre dans un bourg, donc une petite partie d'un village, on va dire. Hein. C'est pas un village vraiment, mais c'est un bourg, quoi. Hein. Et donc le mot bourgeois vient de là. Et donc s'unissant entre eux, ils ont formé la bourgeoisie montante, le tiers-état. Donc hein, avec voilà. Ensuite, donc il est donc fils d'Honoré de Barthélemy, bourgeois d'Aubagne, je viens de le dire, et de Gabriel Jourdan, ainsi que le frère de Joseph Anicet Barthélemy et de l'abbé André Barthélemy de Courset, neveu de l'abbé. Bon, enfin, vous continuerez vous-même, chers amis, en lisant le compte-rendu sur Wikipédia. Je reviens donc à ce dirigeant François Barthélemy. Donc, attendez, que je cherche un peu. Début de mandat, donc début de mandat 20 mai 1797, bien sûr. Voilà. Et fin de mandat 4 septembre 1797 aussi. Oh, il a été vite chassé. Hein. Ensuite vient Nicolas François de Neufchâteau. Voilà, Nicolas François dit François de Neufchâteau. Puis comte François de Neufchâteau est un écrivain, homme politique et agronome français, né à Safet, duché de Lorraine, le 17 avril 1750 et mort à Paris le 10 janvier 1828. Bon, le reste, je vous laisserai parcourir.
parce que sinon ce serait très 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 long. Donc son début de mandat 4 septembre, hop, 1797. Non, c'est ça. Début, attendez, fin de mandat 1700. Alors attendez. Fin de mandat 15 mai 1798. Ensuite vient Philippe-Antoine Merlin de Douai. Début de mandat 4 septembre 1797, fin de mandat 18 juin 1799. Oui, bon, pas tout à fait 2 ans, quoi. Hein. Voilà. Alors, qui était-il? Philippe-Antoine Merlin, né le 30 octobre 1754 à Arlieu, ou Arleux, province de Cambrésis, actuel département du Nord. Mort le 26 décembre 1838 à Paris, est un juriste et homme politique de la Révolution française, du Consulat et du Premier Empire. Il est surnommé Merlin de Douai. Rien à voir avec Merlin l'Enchanteur, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, je vous laisse poursuivre la lecture. Voilà. Ensuite, le quatrième, Jean-Baptiste Treillard, début de mandat 15 mai 1798, fin de mandat de dirigeant de la Première République, donc toujours, hein, 17 juin 1799. Alors, qui était-il vraiment cet homme? Donc, né le 3 janvier 1742 à Brive-la-Gaillarde, et mort le 1er décembre 1810 à Paris. Bon, Brive-la-Gaillarde, pays du rugby, hein, pour les connaisseurs. Alors, est un juriste et homme politique français à la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Ah, quand même, il a traversé une belle période. Juriste avant d'être homme politique, Jean-Baptiste Treillard a traversé sans trop d'encombre les époques troublées de la Révolution et de l'Empire, jouant un rôle décisif à des moments importants, sans atteindre la notoriété de certains de ses collègues révolutionnaires. Il a occupé un certain nombre de postes clés: président de l'Assemblée nationale constituante, président de la Convention nationale lors du procès de Louis XVI, membre du comité de salut public, président du Conseil des 500. Alors, je ne vous ai pas dit ce qu'étaient les 500, je crois. Si, on en a parlé un petit peu, semble-t-il. Membre du directoire dont la succession à différentes périodes atteste la continuité de son action et sa capacité de survie. Oui, il a vécu apparemment. Eugène Barbeau décrit Jean-Baptiste Treillard comme un homme honnête et droit, qui se contente de faire son devoir dans la situation où la fortune le place, mais qui ne cherche pas à diriger sa vie et à dominer les événements. Bon, il est mis au Panthéon. D'ailleurs, la plupart de ces hommes-là de la Convention sont au Panthéon, je crois. Alors, les 500, qu'est-ce que les 500? Le Conseil des 500 est l'une des 2 assemblées législatives françaises du Directoire avec le Conseil des Anciens. Il est institué par la Constitution de l'an 3, adoptée par la Convention thermidorienne, le 22 août 1795, et entre en vigueur le 23 septembre suivant. Il siège dans la salle du manège située à l'endroit de l'actuelle rue de Rivoli, le long du jardin des Tuileries, à partir du 9 octobre, puis au Palais Bourbon 2 ans plus tard, à partir du 21 janvier 1798. Alors, vous lirez le reste, chers amis, pour connaître la composition des 500. Je reviens en arrière, après Jean-Baptiste Treillard, pardon, excusez-moi, j'ai déformé son nom, c'est involontaire. C'est Jean-Baptiste Treillard, pardon. Alors ensuite vient Emmanuel Joseph Sieyès. Ah, très intéressant. Un ancien prêtre qui a, comme on dit couramment dans ce milieu religieux, il a défroqué au profit de la Révolution. Alors qui était-il cet homme? Très intéressant, un tournant dans l'histoire.
Emmanuel Joseph Sieyès, souvent appelé l'abbé Sieyès, et bien sûr, hein, prononciation ancienne, Sieyès, je ne sais pas comment, né le 3 mai 1748 à Fréjus, tiens, pas loin de chez moi, est mort le 20 juin 1836 à Paris, et un homme d'église, homme politique et essayiste français, surtout connu pour ses écrits et son action pendant la Révolution française, faisant partie des prêtres favorables au processus révolutionnaire, ce qu'on appelle les jureurs, hein, c'est ça, hein, qui ont prêté serment à la Révolution, en dehors des autres qui ont été persécutés parce qu'ils n'ont pas prêté allégeance, hein, et même des prêtres favorables au processus révolutionnaire, et même des régicides de 1793, mais devenant ensuite plus conservateurs et promouvant l'ascension au pouvoir de Napoléon Bonaparte en 1799. Membre de l'Assemblée nationale constituante de 1789, il est aussi élu à la Convention en 1792, votant la mort du roi sans sursis, janvier 1793, puis se mettant en retrait pendant la Terreur. Il joue un rôle important sous la Convention thermidorienne, puis sous le Directoire, et est un des organisateurs du coup d'État du 18 Brumaire, novembre 1799, qui porte Bonaparte au pouvoir et instaure le consulat. Bon, nous y reviendrons par la suite. Voilà, il vit en exil à Bruxelles. Bon, pourquoi il a été... Attendez, je continue un peu sa lecture, c'est pas mal, 18 Brumaire, non, 1799, qui porte Bonaparte au pouvoir et instaure le consulat. D'abord consul provisoire, Sieyès devient sénateur, puis président du Sénat, conservateur et comte d'Empire, 1808, nouvelle noblesse, hein, comme je vous l'ai dit. Il vit en exil à Bruxelles dès 1815, par prudence, puis du fait de la loi de 1816 sur le régicide de janvier 1793 sur Louis XVI et mai 1793 sur Marie-Antoinette, et rentre en France après la Révolution de juillet et l'avènement de Louis-Philippe lui-même, fils du régicide Philippe Égalité. Oui, le seul de la noblesse, enfin cadette, hein, branche cadette des Bourbons et des Capets, donc, qui a voté la mort du roi à une voix près. Alors, qu'était la révolution de juillet, pardon. La révolution de juillet est la deuxième révolution française après celle de 1789. Elle porte sur le trône un nouveau roi, Louis-Philippe Ier, à la tête d'un nouveau régime, la monarchie de juillet, qui succède à la seconde restauration. Cette révolution se déroule on va aller à la suite. Cette révolution se déroule en 3 journées, les 27, 28 et 29 juillet 1830, dites Trois Glorieuses, et non pas les 30, qui viendront plus tard. Après une longue période d'agitation ministérielle, parlementaire et journalistique, le roi Charles X tente par un coup de force constitutionnelle de freiner les ardeurs des députés libéraux par ses ordonnances de Saint-Cloud le 25 juillet 1830. En réponse, des Parisiens se soulèvent, dressent des barricades dans les rues et affrontent les forces armées commandées par le maréchal Marmont, duc de Réguse. L'émeute se transforme rapidement en insurrection révolutionnaire. C'est très intéressant. Je reviendrai à cette partie. C'est très intéressant. Alors, Sieyès, on a vu. Alors, après Emmanuel Joseph Sieyès, donc le prêtre défroqué, vient Louis Goyer. Alors, Louis Goyer, début de mandat 17 juin 1799 et 9 novembre 1799, donc 4 mois et 23 jours, hein, voilà. Alors, qui était Louis Goyer? Louis Goyer, plus exactement Louis-Jérôme Goyer, né à Samblacé en Indre-et-Loire le 27 février 1746 et mort à Aubonne dans le Val d'Oise le 29 mai 1830, et un député français qui est directeur et président du Directoire lors du coup d'État du
Brumer, fils d'un notaire royal. Ah, Louis-Jérôme Goyer, il a loupé sa noblesse, lui. Hein. Il devient avocat au Parlement de Bretagne en 1784. Bon, je laisse lire la suite. Et nous allons parler du dernier régnant, qui est Roger Ducos. Alors, début de mandat 1800 juin 1789 et fin de mandat 9 novembre 1799. 4 mois, 22 jours. Bon. Alors, Roger Ducos, qui était-il? Il est né le 25 juillet 1747 à Montfort-en-Chalosse, dans les Landes, et mort le 16 mars 1816 à Ulm, et est un homme politique français. Au début du consulat, il est le troisième consul de France après Napoléon Bonaparte et Emmanuel Joseph Sieyès. Il est ensuite comte de l'Empire. Bon, écoutez, je vous laisse poursuivre la lecture. Famille et vie privée, bon, jeunesse, vie professionnelle, tout ça, sous la Révolution, ce serait un peu trop long. On va s'arrêter là. Donc nous nous arrêtons à Roger Ducos. Nous verrons demain dans la prochaine vidéo donc Jean-François Moulin. Ah, là aussi j'aurai quelques mots à dire sur ce haut personnage révolutionnaire, un homme très intéressant, assez croustillant, et je vous en dirai un peu plus demain. En attendant, aujourd'hui, on s'arrête là. Alors, je note Jean-François Moulin. D'ailleurs, ce sera le dernier dirigeant de la Convention. Après, ce sera le consulat. Mais nous en reparlerons demain. Alors, Jean-François, eh ben, voilà, François Moulin. Mais quand tout sera terminé ici, donc les travaux en cours, je vous parlerai un petit peu en aparté sur une vidéo à part, donc des dirigeants français. Je vous parlerai des trois principaux auteurs de la Révolution que sont Marat, Danton et Robespierre. Je n'en ai pas parlé, j'aurais dû le dire avant la convention, mais il y a des travaux, donc je dois attendre un peu plus tard. Bon, écoutez, chers amis, voilà, cette vidéo va s'achever là. Elle serait trop longue si je continuais, hop, j'arrive ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée sur votre lieu de travail, chantier, bureau, etc. Donc soyez toujours heureux en famille, entre amis et sur votre lieu de travail, entre camarades, collègues. Ne vous faites pas la guerre, mais vivez quand même en paix entre vous, même si les temps sont difficiles actuellement, en 2024, mais rien n'est perdu. Soyez heureux, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.